Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour à vous. Vendéen de naissance et de cœur, vous avez commencé votre carrière politique aux côtés de Philippe de Villiers au sein du Mouvement pour la France que vous quitterez quelques années plus tard pour rejoindre l'UMP. Vous avez été député, puis vous avez été élu sénateur en 2004. Vous avez également présidé le Conseil régional des Pays de la Loire. Vous en démissionnez en 2017 en raison de la règle du non-cumul des mandats. Proche de François Fillon, vous avez été à ses côtés lors de la présidentielle de 2017 et c'est à vous, après son retrait de la vie politique, qu'il transmit la présidence de son mouvement Force républicaine. Vous avez récemment déposé une loi anti-casseurs qui a été votée au Sénat. La majorité l'a repris à son compte. Elle a été votée la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Elle sera de retour en deuxième lecture au Sénat prochainement. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu de la Croix, par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot de RCF. Pour commencer cette première partie de Face aux chrétiens, c'est Laurent de Boissieu qui vous interroge. Bonjour. Bonjour Laurent de Boissieu. Nous avons appris qu'Alain Juppé, son nom était proposé pour être membre du Conseil constitutionnel. Alain Juppé a longtemps été membre de votre famille politique. Qu'est-ce que vous inspire cette proposition ? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ? Ou est-ce que vous trouvez que c'est finalement quelqu'un qui a été membre de votre famille mais qui ne vous considérait plus comme de la famille ? Pas de sectarisme. Non, je pense que c'est un bon choix. Il a la carrure, évidemment. Il était Premier ministre et il saura, au sein du Conseil constitutionnel, il saura parfaitement jouer son rôle, qui est un rôle important, puisque c'est le Conseil constitutionnel qui doit vérifier la constitutionnalité de nos lois, notamment. Et puis surtout, il y a eu, bien sûr, une surprise, parce que personne ne s'y attendait, en clair, puisqu'il est très attaché à la ville de Bordeaux. Mais il y a eu un trio. C'est la mode, les trios. Aujourd'hui, on parlera peut-être des élections européennes. Mais il y a eu aussi la nomination de François Pillet, qui est un sénateur du Cher. Parlementaire de groupe. Absolument, que je connais bien, qui est un ami. Et puis aussi Jacques Mézard, qui n'était pas du tout dans mon groupe. Ce sont des hommes des territoires, parce que Alain Juppé, maire de Bordeaux, donc une grande métropole, mais Jacques Mézard et François Pillet, c'est plus la France périphérique, mais ils sont très attachés au territoire. Je trouve que ce trio est finalement une bonne nouvelle, et c'est à chacun à leur place, avec des tempéraments très très différents, un certain nombre de qualités très différentes, mais je trouve qu'ils représenteront bien la France et l'idée de notre 5e République au sein du Conseil constitutionnel. Dans le contexte de crise des Gilets jaunes, on en reparlera tout à l'heure, mais vous y voyez un symbole, le fait que ce soit des élus de terrain et qui représentent la France dans je les pense territoires. que les hautes autorités qui doivent faire ces nominations, dont vous avez le président de la République pour Jacques Mézard, le président du Sénat pour François Pillet, et ensuite le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, pour Alain Juppé, ne se déterminent pas en fonction d'une actualité. Vous savez, c'est un mandat qui est très long, c'est un mandat de 9 ans, il n'est pas renouvelable, on y nomme des gens qui sont réputés pour aussi leur indépendance d'esprit, les trois garantissent, je crois, cette qualité-là, mais je pense que ça ne se fait pas en fonction d'une actualité. En revanche, je pense qu'il faut des hommes de qualité, ils le sont, des hommes qui sont attachés au droit, ils le sont, mais je crois que là aussi, notre République, elle est indivisible, mais elle n'est pas seulement parisienne. Il ne faut pas oublier que la France, c'est une histoire, c'est une géographie, et ce sont aussi des territoires. Et je pense que cette dimension-là, ils pourront l'apporter, c'est important, au moment où d'ailleurs où on va parler du troisième acte de décentralisation. Donc je pense qu'on doit pouvoir articuler cette unité qui est une obsession française depuis les rois, Napoléon aussi, mais aussi la République jacobine. Cette obsession est importante. La République, encore une fois, indivisible, mais elle doit avoir aussi une respiration territoriale. Il y a l'unicité et la diversité. Laurent de Boissieu. Une toute dernière question courte sur ce sujet. À Bordeaux, quand Alain Juppé a été réélu maire, c'est sous votre étiquette politique. Est-ce que vous souhaitez que le successeur, parce qu'il devra quitter son mandat de maire, en entrant au Conseil constitutionnel, est-ce que vous souhaitez que son successeur soit membre de votre parti politique ? Moi, je le préférerais, mais je pense qu'il ne faut pas non plus être sectaire. Je crois qu'il y a des gens de qualité aussi en dehors de cette étiquette politique, même si j'ai des convictions, je les porte et nous portons ensemble un certain nombre de convictions. Donc c'est à eux maintenant de faire le choix. J'espère, moi, j'aimerais que ce soit quelqu'un de ma famille politique. Je souhaite
surtout et d'abord que il ou elle, ça peut être soit une femme ou soit un homme évidemment, soit qualifié pour diriger une grande métropole. Bordeaux, et je crois qu'on doit le reconnaître, Alain Juppé, a changé totalement d'aspect. C'est une des belles et grandes villes de France. Votre famille politique a désigné François-Xavier Bellamy comme tête de liste pour les élections européennes du 26 mai de cette année. Il a été tout de suite attaqué, notamment sur sa foi catholique. Est-ce que, selon vous, il a été attaqué en raison de sa personnalité? De fait, il a fréquenté parfois des milieux plutôt traditionnalistes. Ou est-ce que c'est un problème en général d'être catholique aujourd'hui et en politique? Ce que je veux d'abord dire, je parlais de trio pour le Conseil constitutionnel. Je faisais un clin d'œil en parlant d'une mode. Nous avons nommé, pour diriger cette liste, un trio. Bien sûr, François-Xavier, bien sûr, une tête de liste. Il est tête de liste. Mais ce trio représente, si j'ose dire, l'éventail de sensibilités qui ont toujours été diverses, parce que la droite et le centre sont diverses en France. Bah, première chose, moi je pense que, bien sûr, c'est un catholique convaincu, et je pense que dans les attaques frontales auxquelles il a eu affaire, cette notion, elle rentre en ligne de compte, et c'est inacceptable. On tente de ce vieux débat, vieux de plusieurs décennies, cette manie française de verrouiller les codes de la respectabilité. On voit bien que plutôt que d'aller au fond sur les arguments, alors qu'il faut quand même qu'on parle du projet européen, moi je pense que cette élection-là, c'est vraiment une élection absolument historique, où l'Europe change, où vraiment l'Europe peut mourir. On est proche d'une dislocation. Donc parlons Europe. Mais on n'entendait pas du tout ces arguments sur l'Europe. On lui disputait des choses, par exemple sur l'IVG. Jamais la remise en cause, la loi Veil. Il n'y a pas, dans notre famille politique, cette visée-là non plus. Mais peu importe, on lui cherchait querelle parce que, en réalité, il était le représentant d'un courant de pensée qu'il est bon de critiquer systématiquement. Et ce qui est terrible dans le débat politique verrouillé, ce que ne supportent plus les Français, en réalité, c'est cette tentative d'intimidation, de disqualification. C'est-à-dire qu'on vous disqualifie pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous dites, pour les arguments. Mais vous savez, je pense que cela, au niveau politique, y compris dans notre propre famille, mais aussi au niveau médiatique, nous ont rendu service, parce que ce que je constate, moi, qui circule et qui fait un petit peu un tour de France, c'est qu'il y a une forte mobilisation, et les Français sont en train de se dire, parce que c'est ça les gilets jaunes, il y a aussi un malaise démocratique. Et dans ce malaise démocratique, c'est de dire stop, il y en a marre à Paris. Les élites parisiennes, les élites médiatiques, politiques, académiques, laissez-nous penser librement. Il y a une aspiration à la liberté de penser qui a réveillé un certain nombre, je crois, de citoyens français qui en ont marre d'être insultés par procuration, en réalité. Mais François-Xavier Bellamy est aussi philosophe, il a écrit des livres, il s'est beaucoup exprimé, il a exprimé sa pensée. Est-ce que la difficulté pèle là aussi un petit peu? C'est-à-dire qu'il y a à la fois le penseur, le philosophe et l'homme politique aujourd'hui, et cette séparation entre les deux n'est pas simple à faire. Le trio dont la tête, effectivement, est François-Xavier Bellamy, pour moi, représente le chemin qu'aujourd'hui, la droite devrait prendre, c'est-à-dire le renouvellement quand même. Il y a une aspiration des Français au renouvellement dans la classe politique, il ne faut quand même pas l'oublier. Hein, on en parlait encore il y a quelques mois, on n'en parle plus beaucoup d'ailleurs dans les élections du Conseil constitutionnel. Ce ne sont pas, comment dirais-je, des tout jeunes. Donc il y a le retour un petit peu du vieux monde, et je crois que l'expérience, notamment pour le Conseil constitutionnel, c'est important. Mais le renouvellement, c'est important en politique. Deuxième chose, c'est la refondation. C'est le retour à les convictions, les idées. L'Europe doit porter non pas une vision du monde qui soit réduite à l'économie, à une monnaie unique, qui est quand même importante, à un marché unique qui est aussi important, mais c'est un projet de civilisation qui peut être le mieux à même de nous ramener au sens profond. Qui peut être le mieux à même de nous redire ce que nous sommes en tant que civilisation et comment est-ce que nous pouvons habiter cet espace continental avec nos propres valeurs que François-Xavier Bellamy, qui est aussi philosophe. Moi, j'en suis très heureux. Voilà, et je le dis. Et je le dis aussi à ma famille politique, j'ai eu l'occasion de le dire. Donc je crois qu'avant d'essayer de lui couper les jarrets pour ce qu'il est, moi je me réjouis de ce qu'il y ait un jeune engagé, un jeune philosophe. Et alors, on a besoin de retour au centre. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que la politique, c'est souvent de la technique, c'est de la procédure. Et souvent, il y a une perte de sens. Je pense que dans notre société, on traverse aussi une espèce de crise du vide, une crise du sens. Voilà. Moi, je crois que quand on peut, et quand on a, en tout cas, dans nos rangs, une personnalité, dans nos rangs, pas au sens partisan du terme, dans la proximité, dans le voisinage, comme François-Xavier Bellamy et d'autres, c'est important. Et moi, ce que je constate aussi, pour terminer peut-être, je ne veux pas être trop long, mais c'est qu'il y a un mouvement... Vous savez, il y a 30 ans, c'était difficile d'être de droite ou du centre.
Parce que vous aviez les intellectuels contre vous. Vous aviez, moi qui suis marin, le vent, enfin, on était face au vent, le nez au vent. Là, c'est différent. Il y a, je pense, une production aujourd'hui littéraire, philosophique, qui est intéressante et dont il faut que nous inspirions. Voilà, y compris des gens qui viennent de la gauche. Je pense, par exemple, à Laurent Bouvet sur la laïcité, mais je pense aussi à Guy Lui sur la France territoriale, bien sûr, Finkielkraut, Bock-Côté et beaucoup d'autres. Et cette production qui est une production intellectuelle, elle nous interroge, elle nous questionne, mais je pense qu'elle peut nous donner des clés, justement, pour nous refonder. Laurent Boissieu. Vous avez parlé de malaise démocratique en parlant des territoires, qui peut être une réponse, mais on sent bien chez les Gilets jaunes un besoin, une envie d'être consulté, ou même de décider directement par référendum. Alors, selon vous, jusqu'où peut-on aller ? Faut-il en rester avec le cadre actuel, existant des référendums, quitte à ce qu'ils soient davantage mis en œuvre, ou faut-il aller plus loin et ouvrir davantage, notamment, le fait que les citoyens puissent décider d'eux-mêmes de se saisir d'une proposition ? Il y a un grand malaise, une sorte de fatigue démocratique dans tout l'Occident. On a vu des insurrections électorales, que ce soit bien sûr en Italie, que ce soit avec le Brexit, que ce soit aux États-Unis, même au Brésil, que ce soit aussi en Autriche. On voit qu'aujourd'hui, les peuples ont le sentiment que leurs élites ne les écoutent plus, que leurs élites sont totalement insensibles à leurs souffrances. Et je crois qu'il y a une aspiration à ce que les gens puissent reprendre la parole, que cette parole-là ne soit pas confisquée. On parlait du débat confisqué tout à l'heure. C'est exactement cela. Les gens d'en haut considèrent que les gens d'en bas pensent mal, qu'il faudrait même les rééduquer. Ben ça crée justement des révoltes, des insurrections électorales. Il faut en tenir compte, comme si finalement il y avait une démocratie sans le peuple, pour citer Jacques Julliard. Votre famille politique ne porte-t-elle pas aussi une responsabilité ? Je pense à la Constitution européenne qui a été rejetée par le peuple français, et adoptée après sous d'autres modalités et un peu différemment, mais tout de même par le Parlement. J'ai été un des seuls parlementaires de droite à refuser de voter le traité de Lisbonne, qui contrariait la volonté du peuple de France qui s'était exprimé en 2005 au moment du référendum sur le traité constitutionnel. Regardez Notre-Dame-des-Landes. On organise une consultation, il y a une participation assez massive, il y a aussi un oui assez massif, et le président de la République fait l'inverse. Les gens du cru disent oui à l'aéroport, Notre-Dame-des-Landes, et Emmanuel Macron dit oui aux zadistes, aux plus violents. Alors il ne faut pas s'étonner après qu'on ait ouvert les portes de la violence et qu'un certain nombre de groupuscules aient compris le message. Moi je pense que sur le référendum, la Constitution, et le général de Gaulle l'avait voulu, bon, il l'a pratiqué, parfois à son avantage, parfois à ses inconvénients, mais c'est la règle. La Constitution prévoit un certain nombre de référendums. Je pense que on doit pouvoir aujourd'hui, puisqu'il y a une sorte d'aplatissement de la société, une volonté de participation beaucoup plus forte des citoyens qui sont beaucoup plus informés. Moi, je pense qu'il faut réactualiser les outils. Par exemple, le référendum prévu à l'article 11, il y a un référendum d'initiative partagée, parlementaire, mais il en faut 185, et puis aussi... 1 million je crois, beaucoup plus. 4,7 millions. 10% des... 4,7, 10% du corps électoral des inscrits. C'est impossible. Donc, nous allons faire au Sénat une proposition pour diminuer le nombre de parlementaires, pour diminuer le nombre de pétitionnaires, pour que ce puisse être accessible. Il y a aussi... Quel seuil vous situez, vous, l'accessibilité ? De moitié, si on peut les réduire disons de moitié. Je pense que déjà réduire de moitié le nombre de parlementaires... Sur ou sur les sujets actuellement sur des sujets assez vastes. Je pense que les sujets d'article 11 ont été déjà élargis, comme vous le savez, et je pense qu'on peut, mais je pense qu'il y a de quoi faire déjà. C'est l'organisation des pouvoirs publics et puis politique économique, sociale et environnementale de la nation. Absolument. Ensuite, je suis très réservé sur le référendum QCM. Je trouve que ça ressemble un peu à la télé-réalité. Je trouve qu'il faut faire très très attention à ce genre de choses et ça doit être encadré. Donc je suis pour une... Bien sûr, démocratie représentative. Et puis, il ne faut pas s'excuser d'avoir pris le risque de se présenter à des élections et d'avoir été élu. Je pense que c'est important. Mais on doit articuler, puisque la démocratie représentative vit beaucoup en France au moment de l'élection présidentielle. Mais 5 ans, c'est long. Il y a un autre référendum qui est prévu. Il y a plusieurs référendums, notamment au niveau local. Moi, je pense qu'au niveau local, on doit pouvoir faire en sorte que les règles du jeu soient assouplies. Regardez les 2 départements alsaciens avaient voulu
s'unir pour fusionner. Et puis, il y avait une règle qui était très compliquée. Il fallait obtenir au moins 50% de participation. Ils n'ont pas pu se réunir. Et il y a un problème pendant. Voilà, je pense qu'on peut, parce qu'au niveau local, ça a du sens, la démocratie aussi directe, parce que sur des questions, il peut y avoir une prise de position des citoyens. Vous serez pour un référendum dans l'Atlantique, par exemple, pour le rattachement à la Bretagne ? Pour que Nantes rejoigne la Bretagne. Alors, Oui, alors il y a un certain nombre, il y a des règles, il faut que les deux régions soient d'accord, il faut que le département de Loire-Atlantique soit d'accord. Mais moi qui suis attaché à la région des Pays de la Loire, si vous arrachez la Loire-Atlantique, il n'y a plus de région de Pays de la Loire. Donc ça pose quelques problèmes. Et il faudrait à ce moment-là élargir la circonscription du vote, bien sûr. Et puis enfin, il y a un droit qui est tombé en désuétude, qui est le droit de pétition. Et je pense qu'on peut le réactiver pour faire en sorte que des citoyens puissent, en quelque sorte, imposer aux assemblées la discussion d'un certain nombre de sujets qui seraient automatiquement inscrits à notre ordre du jour. C'est prévu par des modalités un peu différentes dans le projet de révision constitutionnelle, et justement qui est prévu. Alors, c'est pour le Conseil économique, social et vous avez raison. Non, mais oui, vous avez raison. Mais je pense qu'il y a une partie qui nécessiterait une révision constitutionnelle, mais il y a une partie qui nécessite uniquement à droit constitutionnel constant la modification du règlement des règlements des deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et je pense qu'on pourrait aller très très vite. Donc vous voyez, merci Laurent de Boissieu. On est obligé de marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous nous retrouverons dans un court instant avec notre invité Bruno Retailleau qui sera interrogé par Louis Dauphren. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Il est interrogé dans cette deuxième partie de Face aux chrétiens par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Encore peut-être un peu de politique. Est-ce qu'on peut parler de la ligne que doit adopter, à votre avis, le Parti Les Républicains pour les européennes ? Parce qu'on ne sait pas très bien aujourd'hui quel sera le discours qui va être tenu pour se distinguer de listes concurrentes. Cette ligne, on peut la définir assez facilement parce qu'on va se retrouver en présence de deux lignes qui, pour moi, sont deux lignes radicales. D'un côté, vous avez la ligne de Madame Le Pen, c'est-à-dire, grosso modo, pas d'Europe. Une sortie de l'euro, même si maintenant elle n'en parle plus parce qu'elle sait que les Français ne le veulent pas, mais elle parle de souveraineté monétaire, ce qui revient au même. Donc ça, c'est une ligne radicale extrême. Il y a une autre ligne portée par le président de la République. Alors, il varie dans ses discours, mais il y a quand même une constante, c'est une Europe qui tend vers le fédéralisme. Lorsqu'il est au Danemark, il dit il n'y a plus de Danois, il n'y a que des Européens. Et les Français, c'est pareil. Non, il y a des Danois, il y a des Européens, il y a aussi des Français. Et on voit bien que dans les propositions qu'il avait faites sur des listes transnationales, il y a cette idée d'une Europe qui est une Europe fédérale où on donne encore plus de pouvoir à une commission qui n'est pas élue. Donc le fédéralisme est rejeté par les peuples. C'est clair, parce qu'il n'y a pas un peuple européen, il y a plusieurs peuples. Et malheureusement, la Commission n'est pas une commission de type démocratique. Les démocraties, aujourd'hui, vivent dans le cadre national. Nous allons proposer, justement, une Europe qui soit une voie, qui soit médiane, qui soit la voie du pragmatisme, qui est la seule qui permette à l'Europe d'avancer. Très rapidement, cette Europe-là, je la caractérise comme un projet de civilisation avec une histoire. Et notre histoire, c'est Athènes, c'est Rome, c'est Jérusalem, c'est le siècle des Lumières. Il faut en être fier. Et ça peut être décliné d'ailleurs sur des études d'humanité. On a fait Erasmus, mais on peut faire beaucoup de choses. Une géographie européenne, sans la Turquie. Une vraie géographie européenne. Une Europe européenne, comme le disait le général de Gaulle. Une Europe qui va nous protéger, avec de vraies frontières contre le problème migratoire qui est à venir, mais aussi avec une protection vis-à-vis de nos industries. Regardez ce que Mme Vestager, que j'aimais bien d'ailleurs, parce qu'elle avait été très courageuse en infligeant une pénalité à des grandes sociétés numériques californiennes. Mais là, franchement, interdire la constitution d'un champion du rail entre Siemens et puis Alstom, c'est catastrophique. C'est livrer les emplois demain européens à la prédation des grandes entreprises, notamment chinoises. Donc il faut protéger et il faut aussi se projeter. Et je pense que l'Europe, qui a été ce continent de l'avant-garde, souvent en termes de philosophie, d'artistique, en termes scientifiques, en termes technologiques, je pense qu'on doit mettre en commun sur l'intelligence artificielle, sur l'énergie, sur quelques sujets, sur la défense aussi, des programmes d'armement en commun. C'est la seule voie qui nous permette d'avancer. Et je veux dire que ce que fait Emmanuel Macron,
en instrumentalisant le sujet européen à des fins de politique nationale, où il y aurait un camp du bien, c'est-à-dire le progressisme, lui, un camp du mal, les nationalistes, et rien au milieu. C'est justement pour dénier cet espace médian que nous voulons incarner. Et ça, et ce qui se passe avec d'ailleurs ce jeu de rôle qui se passe avec les Italiens, avec M. Orban, c'est terrible parce que c'est la dislocation de l'Europe. L'Europe fonctionne avec des États, c'est l'union, c'est un accord unanime le plus souvent pour des décisions fortes entre les États qui permet à l'Europe d'avancer. Et c'est cette Europe-là... Dans cette Europe des États, quelle place par exemple pour les services publics? On sait que c'est aujourd'hui au cœur de la discussion, du grand débat. On se rappelle aussi que François Fillon, candidat en 2017, voulait supprimer un grand nombre de fonctionnaires. Quelle est alors la ligne aujourd'hui? Les Républicains, c'est pas très clair sur ce que doit être aujourd'hui le service public en France. Je pense que, alors là, c'est pas uniquement un sujet européen. Simplement, la France est un risque extrêmement important pour l'Europe et pour l'euro. Pourquoi? Parce que l'Europe a besoin d'une convergence de nos économies. Or, nous sommes en pleine divergence. Nous sommes au 28e rang, la France, en matière de dépenses publiques. Et du coup, nous sommes aussi numéro 1 pour le montant des taxes et des impôts. Nous avons un commerce extérieur qui a un déficit abyssal. Ces deux déficits qu'on appelle jumeaux, déficit commercial, déficit budgétaire, sont des risques extrêmement importants pour l'Europe. Et si on veut d'abord être européen, il faut remettre en ordre nos finances publiques. Et nous n'y parviendrons pas si on ne baisse pas la dépense publique. Donc ça veut dire moins d'hôpitaux, moins de policiers, moins de tout ça. Ce qui suscite la colère des Gilets jaunes précisément. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce que vous voyez bien qu'en Europe, regardez en Allemagne, regardez dans beaucoup d'autres pays qui ont des services publics bien meilleurs que nous. Vous ne croyez pas que les enfants allemands ont de meilleures chances de réussite qu'en Allemagne? Alors que nous, maintenant, c'est désormais établi par tous les classements internationaux, disent que notre école, elle est inégalitaire, elle reproduit les inégalités sociales. Quand vous êtes bien né, vous en sortez. Quand vous êtes mal né, eh bien, l'école va vous enfoncer. Eh bien, je ne l'accepte pas. Donc, vous voyez bien que la maladie française, c'est de confondre le niveau de dépenses publiques avec le niveau d'efficacité. Et moi, ce que je veux, c'est bien sûr une fonction publique qui ne se paupérise pas, mais on n'y parviendra pas. J'ai des propositions à faire. Je pense que la première des dépenses publiques qu'on a en France, et la grande différence par rapport à nos partenaires, ce sont les retraites. Ce sont les retraites. Il y a deux façons de s'en tirer. Il y a ce que fait M. Macron. On paupérise les retraités. C'est ça, la CSG plus la désindexation. On paupérise. Parce qu'il avait dit, je ne veux pas toucher l'âge de départ à la retraite 62 ans. Eh bien, moi, je dis aux Français, je veux avoir un langage de vérité. Je dis aux Français, écoutez, moi, je garantis. Je veux que nous garantissions, notre famille politique, le pouvoir d'achat de nos aînés. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que la famille, c'est une solidarité naturelle avec les petits-enfants, avec les enfants, et puis parce qu'une civilisation, elle se jauge par rapport à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles. Et nos aînés sont aussi, quand ils arrivent au crépuscule de leur vie, des êtres avec la dépendance, etc., qui peuvent être fragiles. Je pense qu'on doit dire aux Français, on peut garantir le pouvoir d'achat, mais on porte progressivement l'âge de la retraite à 65 ans. C'est ce qu'on faisait en 1980, et depuis 1980, on a gagné plusieurs années d'espérance de vie. Et ça, est-ce que vous savez combien ça fait en économie en 2025 ? Ça fait en économie 20 milliards d'euros par an. J'ai d'autres propositions. Donc vous proposez un référendum sur ce sujet de la... je pense que ce serait important. Oui. Je pense que ce serait important de dire aux Français qu'est-ce que vous voulez. Parce qu'il y a trois leviers pour les retraites. Disent non. Il y aura une paupérisation. Il y a une paupérisation. À ce moment-là, la nation accepte une paupérisation, c'est-à-dire qu'on arrête de travailler. Vous savez, les 35 heures, on les a payées avec la désindustrialisation de la France. Vous avez en 2000 un niveau avec l'Allemagne de performance où la France, en réalité, taux de croissance, chômage, et y compris d'ailleurs commerce extérieur, qui est similaire. Nous, on invente les 35 heures, et là, il y a vraiment le grand décrochage français. Voilà, c'est une constante dans nos vies personnelles. On voit bien que ce n'est pas le loisir qui procure... Les 35 heures n'ont pas été remises en cause par des mandatures de droite. Eh bien, c'est la grande erreur. Quand vous dites qu'il y a une... C'est la grande erreur. Et moi, je pense que dans la fonction publique, on devrait porter la durée de travail à quelques heures de plus en disant aux fonctionnaires qu'on est en train de paupériser. Mais est-ce qu'il faut réserver le statut de la fonction publique à des personnes à des postes ou à des fonctions qui méritent la fonction publique? Je pense qu'il faut redéfinir le périmètre de l'État sur du régalien. Je pense qu'il faut
recourir beaucoup plus aux contractuels en dehors de ce périmètre. Autre suggestion, les doublons. Moi, quand j'étais président de région, l'État s'occupait des aides aux PME. Et moi, j'ai des collaborateurs qui s'en occupaient. Eh bien, les doublons, l'IFRAP a mesuré qu'il pouvait y avoir 5 milliards d'euros d'économies. Alors, est-ce que c'est 5 milliards ou 3 milliards? Peu importe. Il y a des économies à faire. Et il y a aussi, à mon avis, un certain nombre d'autres pistes. Donc, on peut faire, je crois, 20-25 milliards d'euros d'économies par an, ce qui nous permettrait d'abaisser à autour de 50% le niveau de la dépense publique. Écoutez, Emmanuel Macron, vous l'avez entendu comme moi le 31 décembre dernier. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il s'est offusqué que la France, en réalité, mangeait la moitié de sa production dans la dépense publique. Il a même ajouté pour le fonctionnement et l'investissement. Très bien, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a trois grandes lois. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a 3 grandes lois actuellement sur la table, la réforme de la justice, réforme de la santé et réforme de l'éducation, avec la loi de confiance. Est-ce que ça, c'est pas aussi une façon, pour Emmanuel Macron, pour la majorité, de rendre plus efficaces les grandes administrations de ce pays ? Ça ne changera rien. Les hôpitaux de proximité, par exemple. Mais on est dans la communication. Mais écoutez, il y a 30 ans, moi je me souviens d'un hôpital chez moi en Vendée qui avait une maternité. Donc à l'époque, c'était pas l'ARS à l'époque, mais cette administration régionale avait privé en orientant cet hôpital de proximité, notamment sur la gériatrie et puis sur des soins de suite, etc. Mais il n'y avait ni, bien sûr, chirurgie, ni obstétrique. Donc, on semble découvrir, mais ça se fait depuis longtemps. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des hôpitaux de proximité. Mais pensez un seul instant. Regardez, par exemple, le numerus clausus. Tout le monde s'extasie. Le problème du numerus clausus, c'est qu'on va le remplacer par une sélection, évidemment. Ensuite, tous les doyens de médecine vous diront qu'au jour d'aujourd'hui, leurs locaux craquent. Les conditions dans lesquelles les étudiants font leurs études en médecine sont des conditions souvent qui sont déplorables. Comment et surtout quand il faut Mm. former des médecins, et il faut plus de 10 ans pour qu'ils s'installent. C'est pas comme ça qu'on pourra régler le problème des déserts médicaux. Comment expliquez-vous, parce que ça semble être un mal français, qu'il y a un décalage énorme entre le niveau de la dépense publique, qui est quand même très élevé, le plus élevé de l'Union européenne, et le niveau d'efficacité? Où passe l'argent entre le moment où on le prend dans le portefeuille des gens et le moment où il arrive de l'autre côté? Il y a trois. Quand on se compare, comparons-nous, puisqu'on est parti sur l'Europe. Et j'essayais, pour relier un peu ce débat, de voir quelle était par rapport à l'Europe, pour avoir une meilleure convergence ensemble, pour être plus forts ensemble, quelles étaient nos grandes différences. Sur la dépense publique, on a 3 grandes différences. Première différence, en matière de dépenses sociales. La France, c'est 3 chiffres. Moins de 1% de population mondiale, moins de 4% de production mondiale et à peu près 14% de dépenses sociales. Ceux qui m'écoutent aujourd'hui voient bien que si on ne produit pas plus, on va s'appauvrir. Et que si on s'appauvrit, eh bien, nos standards sociaux seront tirés vers le bas. Donc moi, je pense que, il y a la réforme des retraites. La proposition que je fais permet justement de sortir par le haut, convenablement. Deuxième chose, il y a aussi la différence de ce qu'on appelle de productivité, qui est à peu près de 10 à 13% par rapport aux autres fonctions publiques. Donc, en gagnant en matière de productivité, on a 5,5 millions de fonctionnaires, tout compris, on voit bien, et ce n'est pas dans les hôpitaux. Je pense que sur la santé, on n'y consacre pas, j'ai fait des propositions sur la santé, je pense qu'on n'y consacre pas le chiffre qu'on doit y consacrer. Pourquoi est-ce qu'on consent à acheter des voitures de plus en plus chères et qu'on ne consent pas à accompagner des dépenses de santé qui, compte tenu du vieillissement, compte tenu des traitements, par exemple le cancer, les nouveaux traitements coûtent beaucoup plus cher. Là, je pense qu'il faut mettre le paquet. Vous voyez ? Donc, je raisonne avec des nuances. Et troisième élément, l'aide aux entreprises. L'aide aux entreprises, on est à 130 milliards. J'étais avec un groupe d'entreprises hier et on a des aides aux entreprises très fortes. Pourquoi ? Parce qu'on a payé les 35 heures, notamment, on les a payées par des subventions. Non, mais on marche sur la tête. Alors, moi, je veux bien qu'on ne change rien. Très bien. Je dis aux Français, on ne change rien. On va s'appauvrir. Et ce qui se passe avec les Gilets jaunes, c'est que depuis des décennies, mais surtout depuis les années 2000, les Français s'appauvrissent. Rendez-vous en Allemagne. Vous avez 15% maintenant de différence dans le niveau de vie. Eh bien, un appauvrissement collectif, c'est aussi un appauvrissement individuel à terme. Je pense qu'on peut redresser la France très rapidement, mais il faut la vérité. Il faut dire, moi je vais vous dire, si demain ces convictions-là ne rencontrent pas l'adhésion des Français, moi je préfère ne pas être élu. Je préfère qu'ils choisissent d'autres démagogues. Alors, pour compliquer un peu la situation, le problème des extrêmes, c'est qu'on arrive à tout prix, on veut conquérir le pouvoir en ne disant pas la vérité, et une fois qu'on est au pouvoir, on essaie de ruser. Où sont les grandes réformes d'Emmanuel Macron ? Où sont-elles ? Dites-moi.
Il y a eu quelques réformes qui sont allées dans le bon sens. Je les ai votées, parce qu'il ne faut pas être sectaire. Et je pense que le rôle de l'opposition et de LR, ça ne doit pas être l'opposition pavlovienne. Mais très franchement, je ne vois pas aujourd'hui, il n'a pas de résultat. Et c'est parce qu'il n'a pas de résultat qu'il y a ce sentiment où les Français ils ont essayé la droite, ils ont essayé la gauche, ils ont essayé Emmanuel Macron, qui était soi-disant le nouveau monde, autre chose, et ils sont déçus. Donc c'est ça qui crée un choc dangereux pour les prochaines élections. La liste de Nicolas Dupont-Aignan est concurrente de LR quand même. C'est la liste qui peut vous prendre le plus de voix, non ? Non, mais nous, je ne veux pas me situer par rapport à tel ou tel. Je pense qu'on va porter. Je pense que l'Europe qu'on va. En plus, on appartient au PPE. Ce PPE sera sans doute le parti qui sera le premier des partis européens, et c'est le seul qui permette de faire avancer une Europe raisonnablement. Et je crois que là aussi, M. Macron, ses députés vont siéger au groupe des libéraux. C'est M. Guy Verhofstadt, qui est très fédéraliste. Voilà. Sauf que, disons clairement aux Français, cette voie fédérale, mais les Français, mais partout dans l'Europe, elle a été rejetée. Donc je crois que cette idée européenne, avec un projet de civilisation, avec une Europe qui ne se fait pas sur le dos des peuples et des nations, qui soit vraiment démocratique, donc il faut articuler la vie démocratique nationale. Et moi j'ai des propositions, par exemple, avec un carton vert ou un carton rouge, parce qu'on a déjà des procédures qui permettent à des parlements nationaux de dire stop à la Commission quand elle quitte le terrain de la subsidiarité, quand elle va trop loin en matière de compétences. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Vous avez le pouvoir d'arrêter la Commission aujourd'hui ? C'est difficile. Justement, je voudrais créer un dispositif qui permette à une majorité, lorsqu'une majorité de parlements nationaux constaterait un empiètement de la Commission ou une initiative malheureuse de la Commission, qui puisse dire stop, nous sommes les représentants des démocraties nationales, écoutez-nous, là vous êtes en train de franchir une ligne rouge. Je pense que c'est important parce que la Commission, elle est à Bruxelles et souvent elle est coupée justement d'un vrai contrôle démocratique. Bruno Retailleau, vous nous avez dressé tout à l'heure un tableau compliqué de l'économie et de l'économie actuellement de la France et dans le monde, mais c'est rajouter à ça la question de la transition énergétique. Et la taxe carbone revient dans le débat. Est-ce qu'effectivement, il faudra un jour ou l'autre remettre une taxe carbone sur le métier, ou est-ce qu'à votre avis, c'est une mauvaise solution ? La transition énergétique, elle est absolument importante. Et je pense que, au-delà des solutions, on peut en parler, mais je pense qu'il faut d'abord faire des économies d'énergie. C'est l'économie qui est la plus essentielle. C'est l'énergie qu'on ne consomme pas qui est, pour la transition énergétique, la meilleure. Simplement, je dis une fois pour toutes qu'en France, les impôts ou les taxes ne sont pas la solution. Voilà, point final. Est-ce que vous savez combien rapportent aujourd'hui les taxes sur les énergies fossiles en France ? 35 milliards. On veut en ajouter encore dans un pays qui croule sous les taxes et les charges. On est en train de décourager les entreprises, on est en train de décourager les Français. Et le problème d'une taxation, c'est qu'à chaque fois, ça retombe sur le dos des Français les plus fragiles. Alors, quelle est la solution ? C'est un grand emprunt, comme le proposent d'autres ? Non, je pense que la solution sur la transition énergétique, elle vient du haut, elle vient du bas. Elle vient d'abord du bas. Je pense qu'elle vient du territoire. Moi, j'ai fait, dans mon secteur, en Vendée, on a produit, avec des agriculteurs, les premiers GNV, par exemple, vous savez, où des camions fonctionnent avec un gaz liquéfié, en réalité, qui vient de la biomasse, là, en fait, du fumier, et qui est réinjecté, par ailleurs, dans le réseau de chaleur. Donc, on a toutes ces solutions qui sont des solutions territoriales. Moi, je travaille beaucoup, puisqu'on est la région des Pays de la Loire, près de l'océan. Eh bien, il y a évidemment une source qui est inépuisable sur les océans, notamment avec l'hydrogène. L'hydrogène, ce sera beaucoup mieux que l'électrique. Voilà. Donc, je voyais qu'il y a plein de solutions qui sont des solutions concrètes et qui sont aujourd'hui promues par les territoires. Les éoliennes, il y en a trop ou Les éoliennes, moi, je suis très circonspect. On doit en avoir. Moi, je pense qu'on doit avoir un bouquet. Moi, je suis favorable au nucléaire. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse monter en puissance notre bouquet d'énergie renouvelable, mais avec mesure. Vous savez, dans la vie, y compris dans la politique, tout est une question de mesure. Et puis, alors, je parlais des solutions qui viennent du bas, des territoires. Je pense qu'il faut une solution qui vienne plutôt du haut. Moi, j'ai proposé la création, non pas d'un commissariat à l'énergie atomique, mais d'un commissariat à la transition énergétique, qui serait l'idée de mettre le paquet sur la recherche, parce que c'est le génie humain, c'est pas la décroissance qui nous apportera les solutions. En revanche, je pense que dans un premier temps, ce serait une structure nationale qui s'élargirait
avec les pays européens qui le souhaiteraient, pour qu'ensemble, on puisse travailler aux solutions de demain. Je pense que, voilà, c'est ce qui nous permet d'agir sur la transition énergétique, même si je suis favorable. Merci Louis Dauphren. On va marquer une deuxième pause dans ce Face aux Chrétiens. Nous retrouverons dans un court instant avec notre invité. Et il sera interrogé par Romain Masneau de RCF. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de Face aux Chrétiens avec notre invité Bruno Retailleau. Il est président du groupe Les Républicains au Sénat et il est interrogé dans la dernière partie de cette émission par Romain Masneau de RCF. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. Le gouvernement s'est fortement inspiré de votre proposition de loi anti-casseurs qui a été en partie détricotée à l'Assemblée, qui doit revenir donc bientôt au Sénat en seconde lecture. Est-ce que l'essentiel pour vous dans votre texte a été préservé ? L'essentiel a été préservé, notamment le délit de dissimulation. Vous savez, c'est un texte que j'ai réfléchi au moment du saccage de Nantes par les zadistes et des saccages au pluriel de Rennes. Parce qu'à l'époque, les forces de l'ordre nous avaient dit « mais les gens viennent cagouler désormais et on n'arrive plus à établir un lien entre leur identité et la commission des délits. » Voilà. Donc, il s'agissait, compte tenu de cette nouvelle violence, et ce texte, on l'a voté bien avant l'avènement des Gilets jaunes. C'est un texte contre les cagoules noires. Je ne confonds pas les cagoules noires, encore une fois, et les Gilets jaunes. Et donc, cette idée de faire en sorte qu'on fasse que le fait de porter une cagoule devienne un délit dans un cadre d'une manifestation qui trouble l'ordre public. Alors, en revanche, il y a effectivement des dispositifs qui ont été détricotés. Curieusement, à l'Assemblée, sur l'article 2, vous savez, sur la possibilité donnée au préfet d'interdire à un individu de manifester pour des raisons... Voilà, ils l'ont alourdi, par exemple, très, très curieusement. Ils l'ont alourdi. Bon, mais je considère que l'essentiel y est, même si cet alourdissement peut un peu fragiliser... Justement là-dessus... Vous voulez dire que la procédure est plus compliquée parce qu'il y aura un contrôle judiciaire ou... Non, il n'y a pas de contrôle judiciaire. Sur la fouille, il y a effectivement une réquisition du procureur. C'est très bien, moi ça me va bien. Non, je dis que dans l'article 2, pour l'interdiction, il peut y avoir une interdiction d'une durée d'1 mois sur l'ensemble du territoire français. Donc ils sont allés assez loin. C'est Mme Wisniewski, je crois, qui avait porté pour le MoDem cet amendement qui a été voté. Bon, mais si vous voulez, moi je ne veux pas chipoter. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a eu une captation, il y a eu une dérive totale du mouvement. On n'en est plus du tout au mouvement originel. Et ce mouvement a été récupéré par des groupuscules très violents et par ailleurs par un certain nombre de professionnels de l'agite-prop, voilà, notamment de l'ultra-gauche. J'observe quand même que le fameux Thomas, samedi, qui était connu des services de police, fiché S, pas pour radicalisation, mais parce qu'il avait été condamné pour vol en réunion, pour fabrication de stupéfiants, etc. Il a commencé au boulevard Saint-Germain, il avait fait une trentaine de dégradations. Et il a brûlé un véhicule de l'opération Sentinelle. Ce qui montre bien qu'un minimum d'individus dangereux crée un maximum de dégradation. Moi, je veux protéger la liberté de manifester pacifiquement. Et pour la protéger, parce qu'on voit en France qu'on ne peut plus aujourd'hui manifester sans violence. Je veux extraire les gens qui viennent piller, qui propagent une haine anti-flic pour qu'il puisse y avoir des causes qui me semblent justes. D'ailleurs, le droit de manifestation est un droit constitutionnellement garanti, mais on ne doit pas supporter le pillage, la violence. Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, a dit qu'il serait très vigilant, notamment par rapport à cette question de la liberté laissée au préfet d'interdire quelqu'un de manifester. Vous ne craignez pas que ce soit retoqué donc, au Conseil constitutionnel ? C'est une question. Je pense que le texte du Sénat était meilleur. Je pense que le texte du Sénat présentait un meilleur équilibre, si vous voulez, entre liberté publique et puis la sécurité, notamment dans ce que je vous ai dit, puisque nous, l'interdiction portait sur une manifestation. Il ne pouvait pas y avoir une interdiction qui dure, par exemple, 1 mois. On avait cadré, vraiment, on avait essayé de cadrer le maximum. Mais la question que tout cela pose, c'est que on n'est pas... Moi, je ne veux pas interdire des gens de manifester. Pas du tout. Moi, je veux interdire à des gens qui viennent cagouler, qui sèment le désordre et qui peuvent même créer, qui peuvent même provoquer jusqu'à la mort, parce qu'ils sont des fous furieux. Est-ce qu'on autorise l'État régalien à protéger la société française contre les plus violents, les ultra-violents? Est-ce qu'on a encore cet élan vital, y compris sur le plan juridique? Voilà. Attention au gouvernement des juges. Dans les problèmes
démocratique que rencontrent aujourd'hui un certain nombre de pays, eh bien, il y a un problème de souveraineté populaire. Les gens, là aussi, ce sera intéressant de soumettre ce texte d'ailleurs à un référendum, mais je crois qu'il y a un petit souci en termes de constitutionnel justement. Mais on pourrait le faire dans une consultation. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, la souveraineté populaire, c'est le peuple qui souhaite un certain nombre de points et souvent il se trouve contrarié par des dispositifs. Donc je crois qu'un contrôle de constitutionnalité, c'est très important. On avait essayé, nous, d'avoir un bon équilibre entre la sécurité, qui est quand même aussi une liberté, et les libertés publiques. On verra. D'ailleurs, il va y avoir le passage au Sénat. Le Sénat devra s'interroger pour savoir s'il vote conforme, totalement ou partiellement, le texte. Toujours sur le climat dans le pays, il y a eu ces lettres de menaces, d'insultes aux parlementaires, les permanences dégradées, l'incendie, le début d'incendie chez Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre société, de notre démocratie ? C'est préoccupant. C'est extrêmement préoccupant. Parce qu'il y a aujourd'hui une violence qui s'exprime de plus en plus ouvertement. Elle s'exprime vis-à-vis des représentants de la démocratie représentative, des députés, du premier d'entre eux, ça n'est pas rien quand même, qui est visé dans son intimité. Elle s'exprime aussi vis-à-vis des églises, qui sont vandalisées, mais qui sont aussi profanées. Elle s'exprime avec des actes antisémites. Et on voit que cette violence qui est multiforme est un très mauvais signe de notre vivre ensemble. Et je pense que c'est lorsque j'ai vu le président de la République pendant 1h20 ou 25 à l'Élysée il y a quelques jours, je lui ai dit, vous êtes la clé de voûte des institutions, vous êtes le père de la nation, et je pense qu'aujourd'hui, il faut que vous ayez à cœur de rétablir une forme de concorde civile. Les Français ne s'aiment pas suffisamment assez. Christophe Prochasson, un historien, avait dit un jour que nous étions sans doute le seul pays à porter le deuil de nous-mêmes. Et il voulait dire par là que peut-être que les Français n'aiment pas assez la France, en tout cas une partie, mais il y a ces ferments de division qui sont extrêmement préoccupants. Et je pense que dans les Gilets jaunes, il y a des préoccupations d'ordre matériel, mais je pense qu'il faut faire très attention. Je pense qu'il y a aussi des questions proprement existentielles. Et je crois qu'il faut qu'on habite cet espace national de façon un peu moins matérielle, un peu plus immatérielle parfois. Et je pense que, je l'ai dit aussi au président de la République, je pense que la fierté française, avoir un langage, comme avoir un langage par exemple gaulien, qui permette d'associer la France et les Français à un même destin, vous les réassociez. Parce que vous savez, si vous ne leur parlez que de réussite individuelle, je pense qu'un des reproches que j'adresse à Emmanuel Macron, c'est d'avoir conçu la réussite collective comme la somme des réussites individuelles. C'est un reproche que vous faites à votre famille politique aussi, à oui, votre bien sûr, tradition. bien sûr. Non, mais faut pas être sectaire. Et je pense qu'il faut faire attention. Et je pense qu'il faut aussi parler un langage à un peuple avec son histoire, en le projetant aussi vers l'avenir. Mais quand on réduit tout au matériel, on oppose les gens. Parce qu'alors là, on est sur une grille de salaire, on est sur une concurrence. Voilà. Donc les questions existentielles, ce que nous sommes, on va parler aussi de la laïcité. Est-ce qu'il faut changer la loi de 1905 ? Ce serait une grave erreur. C'est encore un ferment. Emmanuel Macron dit qu'il n'est plus pour une réforme de la loi de 1905, mais pour la renforcer. Bon. Encore un tic de langage. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, le parent 1, le parent 2, c'est terrible pour moi. C'est terrible. Pourquoi c'est terrible ? Parce que, bien sûr, dans une démocratie, la majorité doit avoir à cœur de protéger les minorités. Mais quand des minorités prennent, si j'ose dire, le pouvoir symbolique pour imposer dans les formulaires d'inscription de l'école, une vision de la société qui correspond non pas à la majorité, qui correspond à la minorité. C'est quelque chose qui fragmente, c'est quelque chose qui révulse la plupart des Français. Pourquoi est-ce qu'on va faire disparaître la notion de père et de mère qui fondent une famille, qui fondent aussi une société de façon un peu plus générale, qui est bien sûr des orientations, je le reconnais, et il faut le respecter, et il faut garantir une forme de liberté. Mais franchement, quand on en arrive à ce point-là, on arrive à une société qui se communautarise. Groupe contre groupe, avec une concurrence sur les droits, et vous avez une société qui se délite parce que vous rentrez dans une confrontation générale où chaque petite minorité demande plus des droits, et vous n'appelez plus de peuple.
Vous n'avez plus le peuple parce que vous avez un peuple fractionné. Et vous n'avez plus la capacité de représenter ce peuple parce qu'il n'y a plus un peuple unique. Et vous voyez bien que là, vous avez l'affaissement de la démocratie aussi représentative. Mais c'est parce que la précisément crise... parce qu'ils s'estiment être une minorité qui demande un peu une protection, une attention de l'ensemble de la Qu'il y société. ait une protection. Parce qu'il peut y avoir ce sentiment d'être discriminé. Qu'il y ait une l'entendre protection. Bien sûr, j'ai commencé par le droit, parce que pour moi, l'idée démocratique, c'est que c'est la loi de la majorité. Mais la majorité ne peut pas piétiner les droits des individus ou les droits, surtout, des minorités. En revanche, qu'une minorité veuille, vis-à-vis d'une majorité, imposer sa vision, c'est aussi une violence. Et c'est aussi une sorte de, je l'ai dit d'ailleurs, de discrimination inversée, que je dénonce. Et je crois qu'on ne fait pas du bien à la société française qui est trop fragmentée, et cette violence qui s'exprime au jour d'aujourd'hui est en même temps un constat de cette société qui est profondément fracturée. Et plus on fracture, plus, je pense, on ouvre les portes d'une violence sourde qui peut s'exprimer. Je ne dis pas que c'est ce vote-là, mais en tout cas, je vois bien que ça peut créer des frustrations qui, demain, peuvent générer de la violence. Vous avez dit que vous étiez favorable à un référendum sur les retraites. Je crois que vous êtes favorable à un référendum sur l'immigration aussi. Comment on fait pour organiser un tel référendum sur un sujet aussi délicat pour éviter que ça serve de défouloir, que ça favorise l'extrême droite? Comment on fait? C'est au nom de ce genre d'argument qu'on dénie au peuple français tout débat sur l'immigration. C'est ce qu'avait proposé Nicolas Sarkozy, mais c'est une vraie préoccupation, savoir quelle question serait la question du référendum. En 2018, nous avons franchi 2 records inquiétants. 120 000 demandeurs d'asile et pour les titres de séjour, plus de 250 000. 2 records. On est à l'inverse. Il y a eu plus d'expulsions aussi. On est à l'inverse. Non, c'est rien. Les expulsions, c'est moins de 10%. C'est rien par rapport. C'est rien. Et on n'arrive pas à traiter ce problème. Et on est à l'inverse des mouvements européens, y compris l'Allemagne, qui, dans l'accord d'août 2018, a restreint le regroupement familial pour les réfugiés et ceux qui bénéficient de la protection subsidiaire. Alors, que faut-il faire ? Je prends une expression de Marcel Gauchet dans un excellent livre qu'il a écrit, Le Malheur français. Dans ce livre, il dit, écoutez, le choc migratoire a été sans doute un des grands chocs qui ont profondément transformé la société française. Et pourtant, cette question-là a été mise à l'abri de la délibération populaire. On parle de démocratie délibérative, de république délibérative. Eh bien, moi, je pense qu'il faut faire rentrer, pour ne pas le laisser aux extrêmes, cette question de façon calme, sereine, dans le débat. Et je propose, moi, que chaque année, il y ait un débat au Parlement, que le Parlement puisse fixer un quota pour les étudiants, un quota pour l'immigration de travail, un quota pour les autres types d'immigration. Est-ce que ce n'est pas précisément le genre de choses qu'on doit décider au niveau européen, justement ? Alors, je pense, vous avez raison, je pense qu'on devrait, par exemple, sur la question du droit d'asile, avoir une meilleure convergence. Et au jour d'aujourd'hui, quelqu'un comme Didier Lesky, qui est le patron de l'OFII, de l'Office français de l'immigration, a fait une étude extrêmement intéressante où il nous dit qu'on devient, la France en Europe, un espace trop attractif, très attractif sur l'immigration. Donc vous avez raison, sur un certain nombre de points, je suis favorable à une harmonisation, par exemple sur le droit d'asile. Je suis aussi favorable à une normalisation et une harmonisation des procédures de reconduite aux frontières. Je pense qu'on serait plus fort à plusieurs, effectivement. Vous aviez évoqué tout à l'heure, Bruno Retailleau, la loi de 1905. Effectivement, il y a un projet sur lequel travaille la majorité qui serait de réformer à la marge, d'aménager la loi de 1905 pour renforcer à la fois les associations cultuelles, inciter les musulmans à rentrer dans ce cadre juridique et en même temps de renforcer la police des cultes. Vous n'y êtes pas favorable à cet équilibre ? Non, alors, on peut prendre des initiatives, mais pas celle-là. C'est une mauvaise initiative. Derrière cette initiative, vous avez la tentative depuis 20 ans de créer ce que l'on appelle un islam de France. Essayons de porter un regard objectif sur les initiatives qui ont été prises pour créer par le haut un islam de France. Est-ce que la création du CFCN a eu la moindre influence sur la propagation sur des territoires en France des tests salafistes ou fréro-salafistes ? Aucune. On voit bien, pour différentes raisons. D'abord,
la majorité de nos compatriotes musulmans professent le sunnisme, il n'y a pas d'église. On essaie de prendre le problème comme si j'ose dire, on avait affaire à une sorte de hiérarchie comme on l'a dans la chrétienté, comme on l'a aussi au niveau, depuis le XVIIIe siècle, de la religion juive. Mais on se trompe. Et je pense que toute tentative est vaine. Et je pense par ailleurs, enfin, que le rôle de l'État n'est pas de réformer l'islam, d'organiser l'islam. Je pense que le rôle de l'État est d'abord de protéger la laïcité. Et donc, je mets en garde, parce que là encore, on va voir, ce sera un moment de division. Est-ce qu'on a besoin, franchement, sachant que le problème, c'est pas nos compatriotes musulmans qui ont pour eux une pratique paisible, sereine de l'islam. Le problème, c'est l'islamisme, c'est l'islam politique qui veut placer... Là, il essaye de réformer le cadre associatif, pas l'islam par le haut, mais l'islam de la base, et de les faire rentrer dans un cadre un peu plus cher monsieur, de droit commun. Si vous croyez un seul instant que l'islam radical, vous pourrez, en tentant d'organiser de cette façon-là par le haut, avoir la moindre influence, mais vous n'imaginez pas combien est grande votre erreur. Une dernière question de Romain Masneau. La visite du pape aux Émirats, le pape qui tend la main aux musulmans, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il ouvre la voie contre la tentation du repli identitaire? Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça fait partie, bien sûr, des gestes qu'il faut applaudir, parce qu'il y a une telle tension dans le monde. Mais vous savez, la tension, je me rends régulièrement en Irak. Bon, c'est des questions qui, comment dirais-je, l'autre jour, nous avons reçu, puisque je préside le groupe de solidarité vis-à-vis des chrétiens d'Orient et des autres minorités, une jeune fille, elle a moins de 17 ans, yézidi, qui, avec sa mère, a été capturée par Daesh et a servi, entre guillemets, d'esclave sexuelle, etc. C'est des choses incroyables. Mais la première division, c'est au sein de l'islam, au sein du monde arabe, entre l'islam chiite, l'islam sunnite, entre les Perses, les Iraniens, et puis ensuite les Arabes. Et cette fracture-là, on en a, nous, ici, en Occident, un certain nombre de conséquences aussi. Donc, c'est plus compliqué, si j'ose dire, que de faire apparaître des blocs contre blocs. Le bloc musulman est profondément divisé aussi, mais je salue le geste du pape François, bien sûr, et il faut le saluer, je pense. Merci beaucoup Bruno Retailleau. Nous arrivons à la fin de cette émission et notre invitée la semaine prochaine sera Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Vous pouvez évidemment nous retrouver d'ici là sur les sites respectifs de KTO, de Radio Notre-Dame, de La Croix et de RCF. Merci de votre fidélité et à bientôt.